Déploiement du contingent sud-soudanais en République démocratique du Congo, précisément dans la partie est où sévit l'insécurité causée par les groupes armés, le M23, soutenu par les Rwandais. Pour quel but, pour quel résultat? Nous en parlons à travers ces nouveaux numéros de votre magazine Paramètres. Mesdames, Messieurs, et sur ce plateau, nous avons le privilège d'avoir pour vous un jeune leader. Il est également acteur politique. Je parlais de Monsieur Fiston Opota. Nous disons bonjour. Bonjour, Monsieur Nico. Bienvenue dans Paramètres. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Et je remercie toute l'équipe de Vert Pâturage Télévision. Et je salue tous les téléspectateurs qui sont nombreux devant leurs écrans en train de nous suivre à ce moment. Alors, nous les savons tous, le dimanche dernier, le dimanche 2 avril, le président de la République a signé une ordonnance nommant quelques commandants de villes en République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, il y a un remplaçant du général Silvano Kasongo. De manière générale, ici à Kinshasa, quels peuvent être les différents défis qui attendent justement le nouveau patron de la ville de Kinshasa? Oui, Monsieur Nico, vous savez, je salue d'abord ces nominations. Je salue d'abord ces nominations parce que bien que ça a traîné, pendant la population attendait vraiment cette nomination depuis longtemps. Mais hélas, aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui a remplacé le général Silvano Kasongo. Parce que lui qui a montré déjà... Il s'agit du général Jean Bosco Makongo. D'accord. Qui n'est pas beaucoup connu ici à Kinshasa. Il n'est pas beaucoup connu à Kinshasa parce que la plupart des cas, les personnes qui sont nommées, ils ne sont pas toujours connus. Ils sont connus lorsqu'ils sont en fonction. Vous voyez, voilà pourquoi c'est vraiment très important cette nomination de M. Bakongo, oui, parce que la ville de Kinshasa, vous le savez, que non, les problèmes de Kuluna, les problèmes d'insécurité, l'insécurité a bâti son plein ici dans la ville de Kinshasa et il n'y avait personne qui disait mot. Donc le Kuluna a été vraiment à la hauteur de tout. Nous avons vu même les bavures policières. Nos policiers ici à Kinshasa se comportaient comme si c'était des voyous. Hein? C'est pourquoi je salue cette nomination. Mais je voulais aussi dire que les gouvernements puissent donner les moyens à la police. Parce qu'il y a des fois, lorsque nous allons vers les policiers, nous allons trouver par exemple dans nos conteneurs où nous appelons souvent les sous-siat. On peut trouver dans un grand quartier là où il y a une densité de population élevée. Mais nous trouvons par exemple, il y a deux policiers ou trois policiers comme ça. Lorsqu'il y a des jets de Kuluna, ces deux policiers-là, qu'est-ce qu'ils feront devant toutes ces jeunes-là? C'est pourquoi je demanderai au gouvernement de donner assez de moyens au niveau de la police pour qu'en fait, ils puissent essayer un peu de remettre le calme, essayer de remettre de l'ordre. Et je demanderai aussi aux nouveaux nommés de penser aussi au recrutement, parce que vous savez... Bon, avant de parler de lui, j'aimerais que nous puissions faire un comeback. Est-ce que selon vous, l'ancien commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a échoué? Oui, tant que jeune leader, ça je ne mâcherai pas les mots, parce que nous avons eu à passer dans des médias et puis nous avons dénoncé tout cela. Le général Silvano Kasongo a failli. D'ailleurs, moi, je m'inquiétais même de dire que non, le Silvano Kasongo a été encore relevé de ses fonctions. Il est maintenant l'inspecteur général adjoint, si je ne me trompe pas. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait fait quoi ici dans la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa, d'abord, il n'a pas pu maîtriser la ville de Kinshasa et aujourd'hui, il a pris encore une autre fonction. Vous voyez que non, là, je trouve que non, c'est là où vraiment le président de la République a failli. Mais cela n'empêche que non de souhaiter le comeback, donc le bienvenu au nouveau venu, de lui conseiller aussi qu'il puisse faire comme ses prédécesseurs, parce que son prédécesseur déjà, il était devenu ami aux bandits. Il y avait des bandits, parfois on les arrête, on les amène à Ipekrim ici et puis ils sont libérés. Vous voyez ces histoires-là.
le général Kassongo vraiment avait failli à sa mission. Donc il n'a pas vraiment fonctionné aux besoins de la population quinoise. Alors vous connaissez parfaitement la ville de Kinshasa, oui, avec les 24 communes, les coins et recoins. Il y a même des quartiers qui sont qui ont une très mauvaise réputation, oui, du fait que les agents de la police n'arrivent pas, et puis même si les agents de la police y vont, il n'y a pas de solution. Selon vous, comment le nouveau commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Jean Bosco, peut faire, quelle politique peut-il appliquer justement, ou la stratégie qu'il peut mettre en place pour éradiquer ces phénomènes? D'abord, on commence par là, ce phénomène Kuluna. Le général Jean Bosco doit changer les tactiques. Il ne doit pas adopter les tactiques qu'a opté son prédécesseur. Parce que quelles sont ces tactiques par exemple, les déploiements des policiers. Je l'ai dit non. Je l'ai dit ici, les déploiements des policiers. Vous allez trouver dans un conteneur, à un point chaud, vous trouvez par exemple 5 policiers. Donc s'ils sont nombreux, ils sont 5. Et les capitaines, qui est les responsables de ces sous-siètes, donc 6 policiers. Maintenant, ces policiers-là, ils sont en train de... Ils font ceux qui font là, les relèves. Il y a l'autre qui entre, les autres qui sortent. Donc, en cas d'incident comme ça, ils vont se retrouver 2 policiers. Vous voyez, moi, les premières tactiques que je vais lui conseiller à faire, c'est d'abord déployer les policiers au niveau donc un nombre considérable, oui, de policiers, oui, qui viennent parce que et maintenant, ce que moi j'ai constaté, et ils privilègent les policiers qui gardent, vous voyez, les policiers pour garder les maisons d'autrui, les officiels, ainsi de suite. Mais ils oublient que dans nos quartiers, dans nos points chauds, il y a des problèmes d'insécurité avec nos enfants, avec nos frères, nos petits, nos grands frères qui sont là, appelés Kuluna. Ils sont nombreux par rapport à nos policiers. Il y a des fois comme ça, j'ai reçu une plainte à ma qualité de jeune leader, parce que dans mon quartier ici à Bandalung, on m'appelle souvent jeune leader lorsqu'il y a un problème. Vous allez intervenir. J'ai reçu une plainte comme ça. Lorsque je suis allé voir, et les policiers me disent, papa, nous allons faire quoi? Nous sommes candés, nous n'étions que moi et mon frère qui est là. Et les petits là de Kuluna sont venus. Vous voyez, qu'est-ce que nous allons faire? Et c'était une insécurité totale. C'était vraiment l'insécurité totale. Pourquoi? Parce que les quartiers même, c'était quelque chose comme ça de deuil. De deuil vers l'avenue Selembao, croisement avenue Selembao Chilo. Il y a les députés nationaux. Et là, c'est à Kinshasa. Ici à Kinshasa, à Bandal. À Bandal. Je parle ici à Bandal, c'est pas trop loin, c'est ici à Bandal. Il y a de Kuluna, parce que ces gens-là, on dirait ils nourrissent des Kuluna. Il y a les Kuluna de qui? De Lévi Paye et les Kuluna de Mouyaya. Ils se sont bâtis. Les Kuluna de Mouyaya. Oui, c'est ça. Comment ça? Oui. Ici à Bandal, il y a les pros. Vous parlez des Kuluna de Mouyaya. Il y a des pros, donc les militants qui soutiennent Mouyaya et ceux qui soutiennent les Vipailles. Mouyaya, ça veut dire le ministre de la communication. Le ministre de la communication. Là, je ne mâche pas les mots, je suis devant l'écran. Je suis en train de dire des histoires que je connais. Je suis un notable de Bandalung. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. Vous avez toutes ces preuves. Les militants de Mouyaya, ceux qui soutiennent Mouyaya et ceux qui soutiennent les Vipailles. Les militants de son parti politique. Je ne sais pas, les amis de Mouyaya. Hein, vous voyez, lui d'ailleurs, il ne se promène pas souvent avec son parti politique, il se promène avec lui, son nom, Patrick Mouyaya. Quand vous descendez à Bandal, vous voyez que notre bâtiment Mouyaya, il y a les Vipailles. Ils se sont bâtis et les gens de les Vipailles ont tué un jeune Kuluna de Mouyaya. Et la journée, c'était vraiment l'affrontement. Les soirs, lorsque j'étais en train de rentrer, parce que c'est mon quartier, je suis en train de rentrer. Honorable, oh non, vous voyez, il y a un problème ici, une insécurité, ils ont essayé de m'expliquer. Je suis allé à la police, c'était juste à côté comme ça. Je suis allé au social. Non, mon frère, vous voyez, tel que nous sommes ici, nous sommes cadets. Le capitaine d'ailleurs n'était pas là. Il n'était qu'à 2.
Et qu'est-ce que nous allons faire? Donc, et ça a créé une insécurité. C'est pourquoi j'ai dit. Donc, vous souhaitez assez que le nouveau commissaire provincial de Kinshasa puisse renforcer le nombre des agents de la police commis dans les différents sous-commissariats de la police. Ok, c'est ça. Donc, les premières tactiques pour réussir ces phénomènes de Kuluna, parce que ces enfants-là, ils ne signalent pas qu'aujourd'hui il y aura Kuluna, il y aura quoi. Non. Donc, c'est seulement au même moment, ils déclenchent les histoires et c'est le désordre. Et personne ne va passer, surtout les filles. Surtout les filles, le soir, là, vers 19h, il y a d'autres filles. Vous savez, nous, à Bandal, les filles ne sortent que le soir, ni ainsi de suite. Il y aura une personne qui va sortir comme ça et puis, à Koutaïna, il risque même de le faire du mal. Vous voyez, c'est pourquoi je demanderai au nouveau sous-commissaire, au nouveau commissaire provincial. Au nouveau commissaire provincial de prendre les choses en main. De commencer d'abord par déployer, augmenter le nombre de policiers dans des sociétés et leur donner aussi, que ça va vraiment régler et leur donner aussi les moyens, les munitions, par exemple, les munitions, pas des armes normales comme ça, les armes de guerre, mais ils peuvent leur donner des histoires comme des gaz lacrymogènes, les instruments pour disperser les gens qui nous voyons lorsqu'il y a des désordres. Ils utilisent des gaz lacrymogènes, ils utilisent de l'eau chaude. Dans nos sociétés, il n'y en a pas. Vous voyez, ces armes-là, ils n'existent pas dans nos sociétés. Comment est-ce qu'ils vont défendre, comment est-ce qu'ils vont se défendre face, par exemple, à 100 jeunes, 50 jeunes comme ça, comment est-ce qu'ils vont se défendre? Alors, comment les nouveaux commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, quel discours ou comment il peut se comporter face aux problèmes récurrents des bavures que l'on constate dans le chef des policiers? Oui. En fait, je disais aussi ici, à un moment, je voulais dire, et puis ça s'est arrêté, que non, les problèmes de recrutement aussi. Vous savez, aujourd'hui, un policier, nous savons dans l'armée, par exemple, FARDC, ils peuvent recruter moyennant 6e primaire, on peut prendre quelqu'un. Mais les critères pour devenir policier, parce qu'un policier, il peut jouer le rôle de l'OPJ. S'il n'y a pas un OPJ quelque part, donc le policier qui est là au poste, il peut jouer le rôle de l'OPJ. Voilà pourquoi les critères pour devenir policier doivent aussi changer. Vous voyez, ils doivent dire que non, un policier doit d'abord être quelqu'un qui sait lire et écrire. Qui sait lire et écrire. Voilà, qui sait lire et écrire. Et après, avoir quelqu'un qui a la maturité. Parce que j'ai vu, à un moment, à une période comme ça, j'avais vu un recrutement, j'avais dénoncé même à la télé, dire que non, comment est-ce qu'ils peuvent recruter des Kuluna, des Chégué? Quelqu'un qui a des comptes à rendre avec une personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas un niveau. Un policier, c'est quelqu'un qui, d'abord, c'est sa tête. Parce que c'est pas chaque bataille qu'on se bat avec des armes ou soit avec... Non, c'est d'abord parfois la tête, c'est la sécurité. C'est comme nos agents de la sécurité que nous avons trouvés ici à la porte. Vrai? Donc, c'est d'abord la tête. Quelqu'un doit d'abord avoir sa tête assise. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre un voyou, un Kuluna qui a des comptes à rendre avec quelqu'un parce que une personne comme ça avait fait quelque chose pareil. Bon, donc pour le prouver, je sais pas, j'intègre la police. Et puis c'est pourquoi nous voyons que il y a des policiers même qui sont... Il y a des policiers même qui vendent du chanvre, il y a des policiers même qui sont fumeurs de chanvre, ils prennent du chanvre même. Vous savez, même dans nos sociétés ici, si vous passez la nuit, vous allez voir que non, les policiers... Comment expliquer quelqu'un de la sécurité qui est appelé agent de l'ordre, il est en train de prendre du chanvre en plein air comme ça et tout le monde est en train de voir. Sans être inquiété, sans être dérangé, et ils sont devenus amis. Voilà pourquoi le fait de se familiariser avec ces petits-là, là où ils prennent des diambas, là où ils prennent des chanvres, ainsi de suite, et il n'y a plus moyen de les contrôler. Parce que moi et vous, par exemple, nous sommes ici, on se rencontre, par exemple, je ne dis pas qu'on est là, mais par exemple, on se rencontre souvent dans un gars comme ça, des diambas, on se rencontre. Est-ce que vous aurez encore le courage de venir m'arrêter, m'interpeller pour me dire, vous regardez ce que vous faites là, c'est pas... Non, vous n'aurez pas ce courage-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous voyons avec nos policiers. Ils se sont familiarisés avec ces petits-là, Kuluna, là où ils se retrouvent, et surtout avec les histoires ici des Aguenais, des histoires des diambas. Voilà, donc nous pensons que le nouveau patron de la police nationale ville de Kinshasa pourra adopter une stratégie ou une politique pour mettre fin à ce phénomène et surtout que toute la population congolaise, la population quinoise a les yeux fixés vers lui. Alors, il y a eu cette restructuration de la police nationale, il y a eu des agents de la police nationale qui ont été envoyés
en retraite. Il y a plusieurs. On a commencé à lire l'ordonnance qui a commencé, je pense, vers 22h jusqu'à 3h du matin. Il y a eu plusieurs agents de la police qui sont allés en retraite. Il y a eu même de ceux-là qui ont été promus. Des grades. Comment vous analysez cela? Oui, en fait, parce que est-ce une bonne chose pour l'avancement de de la police nationale en RDC? Oui, nous devons rajeunir. Nous, les gens leaders, nous disons toujours que nous devons renouveler tout dans ces pays. Vous savez, le fait d'abord d'envoyer les gens en retraite, c'est d'abord une bonne chose. Pourquoi? Parce que un vieux, il est déjà fatigué en âge. Qu'est-ce qu'il va donner encore? C'est mieux de les envoyer en retraite. Et maintenant, procéder au recrutement des jeunes. Maintenant! Mais lorsqu'on les envoie en retraite, est-ce qu'on a déjà réglé la question de la pension? C'est ça aussi le problème. Vous les envoyez en retraite, mais la question de la pension n'est pas réglée. N'est pas réglé. Ça, le décompte final. Dans ça, je ne peux pas vraiment entrer dans ça, parce que à ce que je sache, même à l'administration publique, lorsqu'on envoie quelqu'un à la retraite, donc c'est son argent, on lui donne directement son argent. Voilà pourquoi nous interpellons aussi l'État. Parce que nous n'allons pas envoyer un policier à la retraite et pour ne pas lui payer sa rente à la fin. Donc il faut payer sa pension, il faut lui payer. Vous voyez? Donc que l'État ne fasse pas des histoires comme nous avons l'habitude de voir. Vous envoyez les gens à la retraite, vous ne leur donnez pas l'argent. Et comme nous avons vu à l'époque ici, les gens de l'ONATRA et ainsi de suite, ils intentent de se lamenter pour dire que non, depuis que nous étions à la retraite, j'ai suivi des papas qui parlaient d'un autre ami, il est mort, une dame comme ça était morte. Vous voyez, donc il y a des gens comme ça qui laissent l'argent, même leur argent de la retraite. Voilà pourquoi je demanderai. Vous voyez, c'est l'armée, c'est la police, ce sont des gens qui sont maniés des armes. Si par exemple, ils ne sont pas mis ici, les rentes ne sont pas payées, ils risquent d'aller faire tout ce qu'ils peuvent faire avec tous les problèmes que nous avons sécuritaires dans ces pays. Ajouter encore d'autres histoires, vous savez ce que ça peut nous amener. Alors, l'État ne s'hasarde pas à faire ces histoires-là qu'il a l'habitude de faire soit avec les fonctionnaires, avec d'autres personnes. Parce qu'ici, c'est la police. Les gens qui savent manier l'arme, les gens, parce que nous avons vu, il y a même les gens, les gens qui étaient dans des hautes fonctions. Il y a d'autres qui sont partis en retraite. Vous voyez, donc comme le général, le commissaire général à la police, le général Dieudonné Amouli, oui, qui était pratiquement le patron de la police. Vous voyez. Donc par exemple, imaginez une personne qui était le patron de la police comme ça. Donc, mais il est allé en retraite. Il connaît toutes les stratégies et vous ne lui donnez pas l'argent. Lorsque Monguna va venir, lorsque l'ennemi viendra, dire que non, que je fasse ceci, directement il va céder. Voilà, on va boucler, on boucle cette actualité et on va parler du déploiement des forces de l'EAC précisément dans la ville de Goma. Il y a des contingents sud-soudanais qui sont arrivés, il y a également les Kenyans et autres qui sont venus justement en renfort. Et pendant ce temps, les M23 est en train de dicter sa loi, au moment où pratiquement on semble tourner en rond. Pensez-vous que la présence du contingent sud-soudanais et autres peut en ce moment apporter quelque chose? C'est toujours dans les cadres des accords de l'EAC. Oui, c'est toujours dans les cadres des accords de chercher comment est-ce qu'on peut trouver la paix en République démocratique du Congo. Parce que vous savez, le chef de l'État, c'est un pacificateur. C'est quelqu'un qui veut la paix. Vous savez, il veut la paix. C'est pourquoi vous voyez, il est en train d'employer tout ça, tout ce qu'il est en train de faire, de signer les accords par-ci, par-là. C'est dans les soucis toujours. Moi, je ne suis pas de même avis avec ceux qui disent que non, vous voyez, le président de la République, il est en train de faire les choses pour lui-même. Non. C'est pas ça. Donc, il est en train de chercher l'intérêt général du pays. Mais vous ne trouvez pas que nous sommes en train de tourner en rond? Parce que les troupes, les contingents sud-soudanais sont arrivés, mais il n'y a pas que les contingents sud-soudanais. Il y a eu aussi d'autres forces qui sont arrivées, mais pour quels résultats? Jusque-là, il n'y a pas toujours des résultats. Vous savez, c'est ça le problème. La guerre, lorsque la guerre commence, on connaît. Mais quand ça finit,
on ne connaît pas. Vous savez, c'est ça les problèmes. La guerre, les gens, lorsqu'une personne occupe déjà une entité, vous savez, nous c'est l'armée régulière. Nous, c'est la République, le FARDC, c'est l'armée régulière. Ces gens-là, ils viennent, ils s'allient à l'armée régulière. Vous voyez? Donc, de l'autre côté, ce sont des rebelles. Si, par exemple, vous dites que non, qu'on part avec des armes, on risque de tuer et les civils et les militaires. Voilà pourquoi ils ont opté cette méthode-là. Le président de la République a opté pour cette méthode-là, négocier, trouver les pays voisins, trouver l'armée régionale pour qu'ils viennent en aide avec pour qu'ils viennent en aide à l'FARDC. Vous savez, par exemple, les M23 ont libéré Bunagama. Ils ont libéré Bunagama. Ils n'ont pas libéré Bunagama par les armes, non, c'est par le dialogue qu'ils ont libéré. Quand bien même qu'ils ont dit que non, l'armée qui se trouve là-bas. Mais ils ont imposé au FARDC des zones de ne pas s'approcher à un certain donc à une zone qu'on appelle la zone tampon. Maintenant, c'est là où le bas blesse. C'est là où les bas blessent en disant que non, la FARDC ne peut pas s'approcher. Maintenant, moi, je suis en train de me poser la question. Quelle autorité qui est en train de récolter les impôts et taxes dans ce coin-là? Mais je sais peut-être que ça doit être des stratégies militaires, des stratégies régionales, en disant que non, qui ne s'approchent pas encore en attendant, qu'ils sont en train de négocier de l'autre côté pour permettre qu'un jour, que l'armée... Parce qu'ils ne peuvent pas faire des histoires directement comme ça. Vous savez, avec l'accord de Luanda ici, c'était prévu que non, les troupes que dirais-je, les troupes de M23 libèrent les parties qu'ils occupent. Vous voyez, donc c'est la stratégie qu'ils ont opérée. Et pour respecter d'abord cet engagement, ils ont dit non, ne pas d'abord que la FARDC reste. Mais avec le temps, moi je suis sûr et certain que le FARDC va entrer, va aller récupérer Bunagama, parce que Bunagama c'est une partie de la République démocratique du Congo. Donc c'est juste une stratégie opérée par l'armée régionale qui permettra à la longue que notre force récupère cette partie du territoire. Mais il y a aussi un problème. La présence des troupes ougandaises aujourd'hui est en train d'inspirer une certaine crainte au niveau de ces villes occupées par les M23. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret que les Ougandais ne font pratiquement, les troupes ougandaises ne font pratiquement rien à l'Est, mais au contraire, ils sont en train d'aider d'une certaine manière les M23 à pouvoir réussir son forfait, parce qu'il est pratiquement inexistant. En fait, dire que non, ils ne font rien, ça, je ne crois pas. Parce qu'ils sont là. Est-ce qu'ils ont déjà fait un mois? Non, je ne pense pas. Ils sont là il n'y a pas longtemps ici, ils sont là, les Ougandais sont là. Mais dire directement que non, ces gens-là, ils ne font rien, ça, vraiment, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, parce qu'on ne juge pas quelqu'un seulement par apparence. Hein, on ne juge pas quelqu'un par apparence. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat jusque-là. C'est comme je l'ai dit ici, M. Nico, c'est comme je viens de le dire ici, que la guerre, lorsqu'elle commence, nous les connaissons bien. Mais quand ça prend fin, on ne connaît pas. Mais quand ça prend fin, on ne connaît pas. Mais il faut monter des stratégies. Lorsque la guerre commence, et vous dites que lorsque ça prendra fin, on ne connaît pas. C'est toutes ces stratégies-là. Mais que faut-il faire toutes ces stratégies-là pour que la guerre finisse? Mais si on ne fait rien, elle va continuer. C'est toutes ces stratégies-là qui sont en train d'être faites. Vous savez, la guerre en Russie, que disait Poutine? Poutine disait que non, dans 6 jours, dans une semaine, je prendrai l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on est dans combien de mois aujourd'hui? Vous voyez? Donc, c'est pour dire que non, la guerre, c'est quelque chose de n'est pas facile. Donc, il y a plusieurs stratégies. On est en train de changer les stratégies, les tactiques, et ainsi de suite, pour qu'à la fin, on puisse gagner la guerre. Aujourd'hui, il y a des craintes, il y a des craintes sérieuses quant à l'intégrité du territoire de la RDC. Les pires est à craindre la balkanisation. Ne pensez-vous pas que
le fait de continuer sur cette lancée, en tout cas, il y a de peur que le pays soit balkanisé. La balkanisation, ça, il ne faut pas mâcher des mots. La balkanisation dans notre pays, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Mais pour que ça n'existe pas, il faut conjuguer des efforts que nous ne voyons pas sur le terrain. Ce sont les efforts que l'armée, les gouvernements congolais et l'armée sont en train de créer. Vous voyez, parce que tout ne se dit pas à la télé. Tout ne se dit pas en public. Et surtout, ce sont des histoires de guerre, là où il faut faire des choses, comme on dit toujours, il faut faire des choses en calme, en silence. Il faut pas... La guerre n'aime pas trop de bruit. Surtout les stratégies de la guerre n'aiment pas trop de bruit. Ça demande vraiment beaucoup de sérénité, et puis ça demande vraiment beaucoup de calme, de concentration. C'est ce que l'armée est en train de faire, et puis le gouvernement, notre gouvernement est en train d'être fait. Je suis sûr et certain que cette guerre-là prendra fin. Ça prendra fin. Et puis à l'arrivée encore du nouveau ministre de la Défense, j'ai appris que non, il a reçu les militaires ougandais. Il a parlé avec eux. Vous voyez, donc c'est pour dire que non, ces choses-là prendront fin. Alors, sur le terrain, on a comme l'impression, et nous les constatons, tout le monde, nous sommes Congolais, nous suivons de près ce qui se passe dans notre pays, bien que de loin, mais nous suivons de près l'actualité dans la partie est de la RDC. Et nous constatons très bien que les FARDC ou le régime de Kinshasa a tendance à courber les chines devant les forces négatives. En fait, moi je viens de dire quelque chose ici. Vous savez, et ce sont des rebelles. Le FARDC, c'est l'armée régulière. Donc c'est l'armée républicaine. Donc, c'est pas courber la Chine. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous dites là. C'est juste une stratégie pour gagner, pour remporter la guerre. Aujourd'hui, ils ont libéré Bunagama. C'était pendant combien de temps ils étaient à Bunagama? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus à Bunagama. Donc c'est déjà un avantage. Mais ils occupent encore plusieurs autres localités. Oui, au fur et à mesure, ils vont commencer à libérer. Au fur et à mesure, ils vont commencer à libérer. J'ai dit ici, les tactiques de la guerre ne se disent pas en public, ne se disent pas devant les caméras, non. Vous voyez? Donc les tactiques de la guerre se disent en silence. Donc c'est pourquoi j'ai dit que les stratégies qui sont en train d'être prises par les gouvernements mettra fin à la guerre ici de la RDC. Ce sont des stratégies plaintives parce que nous avons un gouvernement qui pleurniche à tout moment, qui pleure, qui se plaint. Et même aujourd'hui, nous avons suivi le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui dit que si les rebelles du M23 refusent de libérer certains territoires, ils vont se concerter avec les chefs d'État de l'EAC pour essayer de mettre en place une force offensive. Et pendant tout ce temps-là, pourquoi on ne le faisait pas? Oui, vous savez, la RDC, jusque-là, même Patrick Mouyaya, il avait dit, le ministre de la Communication l'a dit une fois comme ça, dit que non, la RDC, nous sommes en état défensif. Donc nous sommes en train de défendre notre territoire. Si pendant que nous sommes en train de compter des milliers de morts, et nous restons à la défensive. Oui, nous sommes à la défensive. Bon, c'est parce que c'est la guerre. C'est parce que c'est la guerre. La guerre, ça ne prend pas fait directement. Ça, je le répète et je le dis toujours. Mais est-ce que vous savez que celui qui joue à la défensive finira par... Mais attention avec les contre-attaques d'Atlético de Madrid. Atlético de Madrid peut rester à la défensive lorsqu'il vous prend la contre-attaque. C'est pour perdre directement. Donc ça, on connaît bien. Ce sont aussi des systèmes de jeu que les entraîneurs aiment bien utiliser pour essayer de gagner les matchs. Donc c'est ça. En tout cas, il faut, parce que vous avez tendance à souhaiter à ce que le gouvernement puisse monter des stratégies au moment où, sur le terrain... Non, quand je parle de monter les stratégies, quand je parle de monter les stratégies, c'est aussi... Parce que sur le terrain, c'est la guerre, ils se battent.
bien qu'ils soient en négociation, bien qu'ils soient pour parler, ils se battent sur terrain. Vous savez aussi, nous avons aussi les problèmes de notre armée. Notre armée avec les brassages, avec les mixages, vous avez vu le colonel qui a quitté, un colonel qui a quitté la force armée pour aller rejoindre les camps de M23. Tout ça, ce sont des choses qui étaient dans notre armée. Donc il y a des infiltrés. Donc l'armée était infiltrée. Voilà pourquoi le président de la République avait lancé un appel aux jeunes de venir s'adhérer au niveau de l'armée et pour combattre du côté des forces armées, pour soutenir la République en remportant cette guerre qui a pris beaucoup de temps dans notre pays. C'est pourquoi je suis en train de dire que non, ils sont en train de se battre, mais en entre-temps, ils sont aussi en train de chercher d'autres stratégies, la diplomatie aussi, parce que la diplomatie aussi est payante. Je reviens sur ma question. Pendant que le régime de Kinshasa, le gouvernement congolais est en train de multiplier des stratégies, je ne sais pas si ces stratégies vont nous amener jusqu'où. Là-bas au nord Kivu, là-bas il y a des populations qui continuent à quitter leur territoire pour d'autres territoires. Nous sommes en train de compter des morts et des morts. Il y a des massacres qui continuent. Un mort de plus et un mort de trop. Et pendant tout ce temps-là, le gouvernement continue à monter des stratégies. Est-ce qu'on va parler de l'échec de l'état de siège? Bon, en fait, moi, sur le problème de l'état de siège, j'ai dit toujours, partout où je passe, l'état de siège n'est pas mauvais. Parce que jusque-là, on a tendance à oublier qu'on avait décrété l'état de siège pour justement apporter des solutions face à l'insécurité. Okay. Mais maintenant, on a oublié l'état de siège, on a fait appel aux forces régionales de l'EAC et autres. Nous sommes allés des sommets en sommet. Que fait l'état de siège? Que ce soit l'état de siège. Que fait les autorités plutôt qui ont été nommées pendant cette période dite de l'état de siège? Que ce soit l'état de siège, que ce soit des négociations de diplomatie, ce ne sont que des stratégies pour mettre fin à la guerre. Maintenant, à ce qui concerne l'état de siège, moi j'ai l'habitude de dire que non, pour l'état de siège, c'est pas mauvais. Mais il fallait à chaque au moins 3 mois remplacer ceux qui ont été nommés parce que ils se sont déjà familiarisés avec les gens. Donc vous reconnaissez que les personnes qui ont été nommées pour diriger les provinces sous état de siège ont failli à leur mission? Oui, parce qu'ils se sont familiarisés avec les rebelles. Ils se sont familiarisés avec la population. Ils sont devenus complices parce que les rebelles tels qu'ils sont là, ils occupent les carrières minières. Les rebelles ils ont beaucoup d'argent. Les rebelles ont beaucoup d'argent. Ils occupent les carrières minières pour corrompre ces gouverneurs-là militaires. C'est facile. Voilà pourquoi moi je dis toujours, il faut à chaque au moins 3 mois remplacer le gouverneur. Remplacer pour qu'il n'ait pas de bavures, puis pour qu'il n'ait pas beaucoup de choses de mal. Alors aujourd'hui, avec la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo en qualité de vice-premier ministre en charge de la défense nationale congolaise, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura l'amélioration ou il y aura des solutions par rapport à cette situation d'insécurité? Vous savez, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est un ancien rebelle. C'est un ancien rebelle qui a combattu les Rwandais. À Kisangani, j'étais présent en 2000. En juin 2000, 6 jours, ils ont combattu les Rwandais pour essayer de les faire quitter la ville de Kisangani. Vous savez, donc Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est déjà un tacticien qui connaît bien les terrains. Moi, je dis pour ce gouvernement va répondre aux attentes de la population. L'attente de la population, c'est quoi? C'est d'abord l'insécurité, c'est la vie sociale, et puis les sports aussi. Vous voyez, quand je parle de l'insécurité, par exemple à l'Est, nous trouvons Jean-Pierre Bemba qui est là, c'est un grand tacticien, c'est un habitué de la guerre. Quand je parle de vie sociale, l'économie, vous savez, le président de la République, il y a beaucoup de gens qui disent que non, Vital Kamerhe a bouffé l'argent des 100 jours, ainsi de suite. Moi, je dirais non. Parce qu'il a été acquitté par la Cour de cassation ici.
dire que non, faute de preuves, il est acquitté. Il y a nulle part qui démontre que non, Vital Kamerhe a bouffé de l'argent. Mais ce que Vital Kamerhe fera dans ce gouvernement va étonner tout le monde. Moi, je dis qu'il soit la bienvenue parce que c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un docteur en économie. Aujourd'hui, notre économie est en baisse. Vous voyez, l'arrivée de Vital Kamerhe, c'est vraiment quelque chose de très important. Quels sont les indicateurs sur lesquels vous vous appuyez pour dire que les personnes qui sont nommées, vous faites allusion à Vital Kamerhe, oui. Quels sont les indicateurs qui vous démontrent qu'il fera mieux, qu'il répondra aux attentes de la population? D'abord, Vital Kamerhe, c'est un homme d'État qui est différent d'un homme politique. D'abord, du fait d'accepter être le ministre de Sama Lukonde, lui qui était déjà présidentiel, laissez-moi dire ça, présidentiable. Ancien candidat président de la République en 2018. Aujourd'hui accepté de travailler avec Sama Lukonde comme vice-premier ministre. Donc c'est déjà quelque chose, j'ai senti à lui vraiment cette volonté-là. Dans quel poste? L'économie où l'inflation, il y a des taux de dollars qui montent à tout moment. Mais depuis que Vital Kamerhe est là, nous sommes en train d'assister à cette scène de hausse. Mais Vital Kamerhe vient d'arriver. Mais Vital Kamerhe vient d'arriver, la nomination c'était quel jour ici? C'était la semaine passée, vous voyez. Mais Vital Kamerhe vient d'arriver il y a de cela, je ne crois pas, c'est même pas une semaine. Donc il n'a encore rien fait. Mais ce sont les attentes que nous sommes en train d'attendre. Vital Kamerhe est venu pour démontrer la... Vous savez, les gens comme de Vital Kamerhe, ce sont des gens qui ont des soucis de notre pays. Vous êtes avocat de Vital Kamerhe? Non, je ne suis pas avocat, je ne suis pas son avocat, mais je suis en train de parler par rapport à ce que d'autres personnes disent. Vital Kamerhe, aujourd'hui, quand il s'agit de l'État, même si on lui disait de devenir bourgmestre de Bandalou, il viendra. Quand il verra que non, en tout cas, Bandal, les autres qui n'est bien été, il peut même devenir bourgmestre de Bandal parce que c'est un homme d'État. Vital Kamerhe, le président de la République, il a dit une fois, il a dit, Vital Kamerhe, c'est un homme intègre, c'est un homme sincère. C'est quelqu'un que le pays attend, qui va changer les choses dans ce pays. Et voilà les moments. Ces moments, c'est maintenant là. Vital Kamerhe est en économie. L'économie où tout va mal. C'est maintenant que Vital Kamerhe va tout changer. Loin d'être pessimiste, et sur les terrains, si la donne ne change pas, vous allez changer des discours par après? Heureusement, c'est le si. Heureusement que vous venez de dire que si les choses ne marchent pas. Vous voyez? Mais à ce que je sache, à cet homme-là, vu son intelligence, vu son expertise à la matière, parce que c'est un docteur en économie, je trouve que... Mais là, ce ne sont que des titres, mais ce que nous attendons, c'est la pratique. Ça, il faut attendre. Ça, vraiment, à la prochaine, je serai encore votre invité et vous allez me poser cette question et je vais vous le démontrer sur le terrain. Parce que là, maintenant, on ne sait pas, mais je suis en train d'expliquer à la population congolaise, à la population quinoise en particulier, dire qu'il y a Vital Kamerhe à ce poste de ministre, de VPM de l'économie, il va changer beaucoup de choses dans ce pays. Monsieur Fiston, au portal, nous arrivons au terme de notre échange. On nous fait que nous avons épuisé notre temps pour aujourd'hui. En résumé, par rapport à ce dont nous avons échangé autour de la nomination des commissaires provinciaux dans différentes villes de la RDC, mais aussi les défis qui les attendent. Nous avons également parlé aussi du déploiement du contingent sud-sudanais, kenyan et autres à l'est de la RDC, plus précisément à Goma. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion pour terminer l'émission? Pour conclure, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, je voulais dire d'abord dans la police, comme je l'ai dit avant, que les commissaires provinciaux de la police doivent augmenter le nombre de policiers dans nos commissariats, dans nos sous-siats. Vous voyez, et leur doter aussi des armes blanches pour essayer de disperser. Parce que ces enfants-là, lorsqu'ils se battent, par exemple, lorsqu'ils font leur bavure, donc ils n'écoutent personne. Vous voyez, ce qui pousse même que non, les policiers utilisent les armes réelles pour soit tuer. Or, quand déjà ça devient quelque chose de mort comme ça, c'est pas bien. Donc, que l'État leur dote des armes blanches qui va essayer de les inquiéter seulement
pour qu'ils ne puissent pas faire ces histoires-là. Maintenant, pour le déploiement de l'armée soudanaise, je dirais, ce sont des stratégies prises par les chefs de l'État. Et je sais, à l'arrivée du VPM de la défense, Japper Bemba Gombo, les choses vont changer. Les choses vont changer. Je crois que la paix reviendra à l'est du pays. Voilà, c'est le souhait de tous les Congolais que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. C'est le vœu exprimé par Fiston Opota, qui est jeune leader et acteur politique. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Merci, M. Nico. Je voulais un peu dire un grand merci à ceux qui me soutiennent, parce que si je suis là, c'est grâce aussi à d'autres personnes qui me soutiennent, qui me poussent, va de l'avant. Il y a des gens qui croient à moi. Donc je leur dis merci à ma mère Eugénie Kitoko et puis à ma sœur Katili Koto, à tous mes frères Popolo Opota et Ma Opota, je les salue tous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, fidèles à votre émission Paramètres. Nous arrivons à la fin. Aujourd'hui, nous rappelons que nous avons échangé sur certaines questions d'actualité, notamment le déploiement de la force sud-soudanaise à Goma, dans le cadre des accords de l'EAC. Nous avons parlé des défis qui attendent les nouveaux commissaires provinciaux nommés récemment par l'ordonnance présidentielle. Merci beaucoup d'avoir été branchés sur vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Paramètres. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.